Bonsoir mademoiselle, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous faire la présentation dont vous voyez le titre. Je crois que c'est un peu différent par rapport au titre que mon ami Ibrahim a annoncé, en ce sens que je voulais un petit peu me dégager de l'aspect technique, trop technique, pour un petit peu mettre cette présentation dans le cadre de notre séminaire. Et en fait, depuis tout à l'heure, on vous présente ce qu'on appelle les nouveaux concepts de l'assainissement, mais sans les expliquer. En fait, les nouveaux concepts de l'assainissement, je voudrais faire une réflexion autour et voir un petit peu les enseignements qu'on peut tirer de l'application de cette approche à travers l'exemple de collecte et de traitement des eaux usées rurales sur un village marocain. Et puis, nous parlerons dans une dernière partie de cet aspect qui concerne la technique USB RAPAD comme technique applicable et quelle place elle peut avoir dans le plan. L'idée est que, est-ce qu'on peut se poser la question actuellement? Nous sommes en 2013, on est en train de construire un plan national pour l'assainissement rural, et on doit se poser la question, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour nous pour démarrer du bon pied et pour dire que nous allons examiner la possibilité d'utiliser les nouveaux concepts en matière d'assainissement. Les nouveaux concepts en matière d'assainissement, je crois qu'il y a certaines choses qui vont un petit peu se répéter par rapport à une ancienne présentatrice, mais nous n'avions pas eu de travail commun, de séance de travail commune, je vous l'assure. Donc les différents éléments de la chaîne d'assainissement qui vont de la collecte, le transport, le traitement et la récupération de l'eau et sa réutilisation, ils vont s'influencer les uns les autres. Ça, c'est le premier élément. Je vous rappelle que au milieu des années 80, quand on a commencé à vouloir parler de l'assainissement et l'épuration, on parlait de la réutilisation, et à cette époque on disait le système d'épuration doit être gouverné par le choix de la réutilisation qui allait être mise en aval. Eh bien aujourd'hui, ça monte plus encore en amont, puisque ce n'est plus seulement le système d'épuration qui va être concerné, mais nous allons monter vers, comme ça a été montré dans justement les exposés qui m'ont précédé, vers le transport et la collecte en fonction des toilettes qu'on a, en fonction du type de transport qu'on va faire, en fonction de la réutilisation qu'on va faire, seulement nous allons pouvoir décider du système. Donc la chaîne est entreliée. Le deuxième point, et c'est fondamental, c'est qu'il faut absolument éviter la dilution. La dilution se produit pendant la collecte, c'est-à-dire que quand nous avons des toilettes à chasse et que nous déversons 10 litres, 11 litres, 5 litres au moment d'utilisation des toilettes, ceci augmente le volume de la masse polluante. Et durant le transport, notamment quand les eaux pluviales viennent s'ajouter à tout cet ensemble. Et nous sommes devant une situation tout à fait paradoxale, puisque nous voulons enlever l'azote et le phosphore. Ils ne sont pas dans les fesses, ils sont dans l'urine. Nous voulons enlever la matière organique, ils ne sont pas dans l'urine, ils sont dans les fesses. Or, on mélange tout ça et on leur ajoute les eaux grises et on se dit, mais maintenant il faut commencer à enlever l'azote et le phosphore. Il faut commencer à enlever la matière organique. Donc on fait un petit peu, nous faisons pour nous-mêmes la situation de mélanger, de diluer, et après on se dit, nous allons chercher l'aiguille dans la botte de foin. Et ça, c'est un casse-tête chinois, tant en ce qui concerne l'épuration, sur le plan technique qu'économique. Donc, les concepts nouveaux, qu'est-ce qu'ils sous-entendent? Ils sous-entendent un changement de paradigme. Aujourd'hui, nous faisons le mélange de tous les flux. Et la conséquence, c'est le casse-tête, comme je viens de le dire, de l'épuration et de la réutilisation. Demain,
il sera nécessaire d'éviter le mélange, la dilution par la chasse. L'objectif, c'est de pouvoir épurer des volumes plus petits et de pouvoir être plus efficace sur le plan énergétique et coût. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut appliquer ces concepts dans le PNAR, puisque nous sommes en phase de commencer à faire les préparatifs pour le PNAR. Si nous adoptons les nouveaux concepts, nous allons être forcés de faire une ségrégation au gris, au noir, pour éviter la dilution. Puisque les chiffres vont rapidement nous informer. Vous voyez un petit peu la dotation dont nous allons parler dans le monde rural. Il s'agit de l'étude de l'ONEP de 2005, guide pour l'assainissement liquide des douars marocains. Donc en 2010, nous avons 40 litres par tête d'habitant ou par personne et par jour, et 20 pour la borne fontaine. En 2025, nous allons avoir 50 et 20. Donc ça, c'est en matière de quantité de production d'eau usée. Mais quand on regarde de plus près dans ce que nous avons, quelle est la proportion d'eau grise et d'eau noire? Nous voyons que dans le milieu urbain, sur lequel nous avons déjà travaillé, et nous confirmons les 70-30, 70% d'eau grise, 30% d'eau noire, dans le milieu rural, cette proportion va varier, va changer énormément, puisque nous allons avoir 90% d'eau grise et seulement 10% d'eau noire, toujours selon la même étude de l'eau. Nous aurions, si nous sommes en face de ces données, nous aurions deux types d'eau usée. Une part diluée, constituée d'eau grise, qui pose un problème d'évacuation et de gestion. Et une part concentrée, constituée d'eau noire, dont le problème est un problème de transport, étant la faible dilution, et le traitement étant donné la très forte concentration. Dans ma réflexion, je proposerai que l'on indique, c'est à titre d'indicatif, ce que nous présentons ici n'est pas le programme. Ceci, ce sont des apports que chacun va amener de son côté pour que tous ces éléments soient mis ensemble, discutés, arrangés et je dirais analysés pour pouvoir arriver à un guide, améliorer le guide qui vient de nous être présenté il y a un instant. Donc si on se mettait dans notre situation, nous allons avoir une solution indiquée pour les eaux grises. Étant donné le grand volume, c'est une collecte, transport et traitement en système collectif. Nous savons tous que quand on traverse nos villages marocains, où il y a l'eau potable, on passe en faisant attention de ne pas mettre les pieds dans les caniveaux d'eau grise qui circulent et qui stagnent et qui deviennent des marécages et tous les moustiques qu'ils apportent. Ça, c'est de l'eau grise. Les gens sont bien, ils savent bien comment gérer leur système. Ils ont leur latrine dans laquelle ne vont que les fesses et les eaux de l'ablution. Les eaux grises sont évacuées depuis la cour de la maison vers la rue du village. Et donc, nous allons devoir assurer le transport et la collecte et l'assainissement de ces eaux par système collectif. Ce sont des suggestions, ce n'est pas nous devons. La solution indiquée pour les eaux noires, étant donné le petit volume, c'est un traitement sur site, individuel, donc c'est un système individuel, du type toilette sèche, fosse septique, etc. L'inconvénient majeur, donc là, nous appliquons une approche nouveau concept pour les eaux d'un village. Eh bien, il va y avoir un inconvénient. L'inconvénient, c'est que l'habitant ne bénéficie ni du faible coût du système individuel, ni du confort apporté par le système collectif. Et le confort est très important, on en a parlé ce matin, je crois qu'il y a une absence pour l'instant. Donc je disais qu'on en a parlé ce matin, et qu'est-ce que c'est le confort pour un habitant, pour un paysan? Le confort, c'est qu'il aspire vers cette flèche qui tombe vers le monde urbain. Et avoir une latrine au sein de la maison, c'est un problème qui reste posé pour la famille,
n'oublions surtout pas le moment où ça doit être curé et les émanations de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'habitat. Donc le confort est très important. Le système collectif va permettre d'évacuer l'ensemble et d'avoir réellement le confort auquel aspirent les personnes. Et donc ils vont avoir une latrine chez eux, mais en même temps ils vont payer pour collecter, pour éliminer les eaux grises avec un système de réseau collectif. Donc ce système, on va l'analyser à travers l'exemple d'un douar qui s'appelle Tughlaq et qui, dans sa conception, la ségrégation eau grise, eau noire a été ignorée justement pour répondre à la question du confort, pour que ce village puisse acquérir cette situation. Encore une fois, c'est un exemple. On ne dit pas que ceci va être appliqué au village, à tous les villages. On dit, bon, c'est un exemple qui peut être étudié. Et donc, il va y avoir un réseau collectif du système à un faible diamètre enterré et une steppe de filtres plantés de roseaux dans cet exemple. Donc, la fiche technique assainissement du Douar Tughlaq, c'est la commune de Lunaïn, le Haut Atlas, altitude 1100 mètres, date de réalisation 99, date où j'ai fait cette visite et d'où vous allez voir les photos que j'ai faites, donc date de 2002, c'est-à-dire 3 années après le lancement. Le nombre de ménages est de 37, on a un hammam qui reçoit 10 personnes en moyenne par jour et nous avons une mosquée. Le réseau décanté à faible diamètre, ou Small Diameter Gravity Sewer, a été appliqué. Donc ce système a été appliqué, donc c'est un réseau à faible diamètre qu'on enterre à peine à 80 cm. La steppe utilisée est un filtre planté de roseaux, type avec les roseaux Arundodonnax, c'est-à-dire la canne commune que nous connaissons et qui est utilisée dans les marqueteries, etc. Et avec réutilisation agricole en bout de système. Et j'introduis ici un effet, c'est que la réutilisation agricole dans les villages n'est pas vue dans le sens de production, mais c'est une vision de complément de traitement. Parce que ces eaux qui sortent du filtre ou du système d'épuration, primaire ou secondaire, vont avoir encore à être améliorées en qualité avant de rejoindre la nature, que ce soit les eaux souterraines ou les eaux de surface. Donc le projet a été mené, comme l'indique la diapositive, par l'association Targa et la coopération autrichienne. Ce schéma vous montre le schéma d'assainissement qui a été appliqué. Donc vous avez ici les logements, avec chaque logement un petit regard de décantation. Ce n'est pas une fosse septique. C'est un regard de décantation qui fait 1 mètre x 1 mètre x 80 cm de profondeur. Donc chaque maison, le réseau bleu, c'est le réseau des eaux décantées, puisque c'est comme ça qu'on va les appeler maintenant, c'est des eaux décantées, et le réseau rose ou magenta, c'est le réseau de collecte des solides pour les amener dans le site d'épuration. Donc, on dit bien que nous n'avons pas affaire à des fosses septiques. Ce sont des pièges de matière solide et matière flottante qui sont là, et ici, la fréquence de collecte est beaucoup plus grande que dans la fosse septique. Plus la fréquence est grande, mieux le système est viabilisé. Et donc le système qui a été placé, c'est un traitement avec un filtre planté, comme vous venez d'en voir, à écoulement horizontal, planté d'Arundodonnax. Voici donc une photo de la principale rue du village de Tughlaq. Vous voyez, comme moi, vous êtes étonné par la propreté. Il n'y a pas de caniveau, ni de canalisation, d'évacuation des eaux grises, ni de stagnation. Donc il y a déjà un confort général au niveau du village. Voici la cuisine d'un des logements. Moi, cette photo me fait vraiment grand plaisir quand je la vois, s'agissant d'une cuisine de montagne de 1100 mètres, avec eau courante robinet et avec le lavabo, vous voyez comme il est propre, etc.
Donc, c'est un système de confort dont on a parlé ce matin. Et c'est un confort à la fois bénéfique pour tout ce qu'on peut penser comme hygiène à l'intérieur de la maison, etc. Et vous pouvez voir, les enfants sont en bonne santé aussi. Donc vous avez ici une vue de la fosse de décantation, ou je dirais de regard de décantation. Vous voyez qu'il est petit, et vous voyez les eaux qui sortent de la maison. Ça, c'est l'arrivée. Il y a le départ que nous ne voyons pas et qui est muni d'un T pour empêcher que les matières flottantes ne soient emportées et qui viennent boucher le tuyau. Le tuyau de PVC qui fait le boulot fait 100 mm. Donc, rappelons-nous cet élément-là. Voici un regard de collecte. Il y a deux réseaux, deux branches qui arrivent et qui sont collectées dans ce regard pour continuer par un troisième. Voici l'état du filtre planté de roseaux tel que nous l'avons vu donc 2 années, 3 années après d'activité. Et ça, vous voyez que c'est le roseau Arrondodonax qui est difficile à enlever, qui est difficile à arracher. Il demande du boulot quand il est un peu sec. Et ça, c'est la sortie c'est le système, disons, de la fixation du niveau de submergement dans le filtre qui montre, et qui est la sortie donc du filtre planté de roseaux, il montre qu'il n'y a aucun effluent qui sort de ce filtre planté de roseaux. Ça veut dire que l'évapotranspiration est telle qu'il ne peut pas y avoir d'effluent qui quitte ce filtre planté de roseaux. Donc, quels sont les problèmes qu'on peut constater et que nous avons constatés suite à cette visite? C'est que, d'abord, il y a cette collecte régulière et avec une fréquence assez importante de ces éléments solides qui sont gardés dans le décanteur. C'est une unité, donc il s'agit là de boues diluées, fraîches, fermentescibles, pouvant présenter un risque sanitaire. Ça, c'est très important. La vidange des latrines, comme l'a dit Siwahabi ce matin, la vidange et la gestion de ce qu'on récupère à partir de ces unités-là, c'est quelque chose à traiter avec le plus grand sérieux. Car en effet, c'est là qu'on va trouver les œdélements essentiellement qui posent problème de manière importante. On constate que les lits plantés de roseaux ne peuvent pas accepter cette charge de collecte de matière solide qu'on veut appliquer à ce filtre. Donc, ce n'était pas possible d'appliquer cette charge. Et l'entretien défaillant d'îlets plantés de roseaux, pourquoi les roseaux n'ont pas été entretenus sur les 2-3 années qui sont là? Parce que, en fait, on pensait, dans le montage du projet, on pensait que la cueillette des roseaux et leur vente dans le marché pouvaient assurer à une personne du village un revenu suffisamment de sorte qu'il puisse lui-même entretenir le filtre. Ça ne s'est pas fait. Le travail était trop dur pour couper des arrondodonax quand ils sont secs, c'était très dur et le coût n'a pas suivi au niveau de la vente du marché, la quantité étant faible aussi. Et puis, enfin, comme je viens de vous le dire, l'évapotranspiration très forte, d'où une absence de réutilisation. Donc, si on pouvait résoudre ces problèmes, on pourrait, par exemple, soit revenir au système et ajouter un digesteur de l'eau avant le filtre planté de roseaux, comme l'a signalé Marc, comme ce qu'ils ont appliqué à Daitifrah, et dans ce cas-là, la collecte du décantat devrait être mise dans ce digesteur, soit qu'on peut utiliser le système RAFAD, que justement, pour venir au titre initial de mon intervention, qui est le RAFAD et l'UASB. Donc, finalement, ça vient juste. Hein. Donc, finalement, si on parle
la solution qu'on peut éventuellement présenter également, c'est ce RAFAD. Qu'est-ce que c'est le RAFAD? C'est ce système que nous présentons. Donc, au lieu de... c'est une solution parallèle. Ce n'est pas une solution meilleure que l'autre. Donc, c'est une série d'éléments qui permettent de définir est-ce que le système retenu ou n'est pas retenu pour des raisons définies. L'arbre des décisions. Donc là, le système se comporte de 2 réacteurs. Vous voyez, l'alimentation est par le fond, est ascendant. Premier réacteur, deuxième réacteur, un décanteur qui est à l'extérieur pour collecter les bouts. Donc le système lui-même gère ces bouts et les crache vers le décanteur. Ensuite, le décanteur, les bouts sont envoyés sur un lit de séchage. Et il y a un filtre gravier ici, à la sortie, qui peut être utile ou ne pas utile s'il y avait un traitement tertiaire qui devait venir. Donc je dois vous dire que ce RAFAD est différent de l'UASB. Qu'est-ce que c'est? C'est une simplification de l'UASB. Vous voyez que l'UASB est ici, c'est un système complexe dans lequel le décanteur est mis à l'intérieur de l'unité. C'est une unité en béton qui se trouve à l'intérieur de l'unité. Regardez les supports de cette unité-là, de décanteur et de collecteur de biogaz. Vous voyez, les voici de l'intérieur. Quand vous regardez ici, mon système ne marche pas très bien. Ici, vous la voyez de l'intérieur, et vous voyez cette poutre qui supporte, ce poteau qui supporte une sorte de collecteur de biogaz. Donc l'installation est coûteuse et lourde, et vous voyez tous les tuyaux que vous voyez jaunes ici, ce sont les tuyaux d'amener de l'effluent. Donc on amène l'effluent vers le haut, puis on l'envoie vers le bas pour en avoir un système ascendant, et il y a un système, vous voyez, qui permet de collecter le biogaz ici, qui sont les différentes disons, systèmes de collecte. Donc, qu'est-ce que c'est le RAFAD? Le RAFAD est un système qui a simplifié la construction de l'UASB pour l'adapter à nos conditions marocaines, en sortant un décanteur facile à construire et le mettre à l'extérieur de ces réacteurs. Donc vous avez ici une certaine comparaison entre les deux, vous pouvez le dire, mais l'essentiel, c'est que nous avons 2 réacteurs, il y a un seul réacteur dans l'UASB, et il y a cette unité qui sépare les 3 phases liquide, solide et gaz chez l'UASB, qui est ici, et que nous l'avons mise à l'extérieur en matière pour le système RAFAD. Voici donc une photo encore qui a été déjà présentée, je crois. Il s'agit d'un RAFAD en exploitation à Casablanca, construit en 2004. Ici, vous avez à Itfasca, c'est un village près de Marrakech dans lequel a été réalisé un système avec un système de collecte ou un réseau à faible diamètre, à faible profondeur, qui a été réalisé avec une station d'épuration. Et ici, vous voyez les RAFAD qui ont été en construction à l'époque. Et là, vous avez le RAFAD de l'IAV Hassan II. Évidemment, comme toujours, c'est un système qui a commencé en 76, 77 et qui fonctionne pour l'instant. Il y a des difficultés financières pour le maintenir, mais nous espérons que ça va continuer. Merci beaucoup. Merci, cher ami collègue Sibou Chaïb, pour cette présentation sur